Bem-vindos a mais uma edição do programa Relações Internacionais em Pauta. Esse é um programa do IPRI, Instituto de Pesquisa em Relações Internacionais da Fundação Alexandre de Gusmão. E nós hoje temos o prazer e a honra de receber o professor Pascal Boniface, diretor do IRIS, Instituto de Relações Internacionais et Estratégicas. Professeur Pascal, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir. Merci. Donc, hier même, dans une interview qui est apparue au Petit Journal, vous avez parlé d'une relation stratégique naturelle entre le Brésil et la France. Je vous cite, le Brésil a toujours été attirant pour les Français et je pense qu'il peut contribuer à apporter avec la France une vision commune d'un monde multipolaire et pacifique, d'un monde qui serait plutôt dans le multiculturalisme. Alors c'est bien très sympathique de lire cela. J'aimerais que vous puissiez un peu développer cette idée de partenariat entre le Brésil et la France autour d'un monde multipolaire, pacifique et multiculturel. Oui, il y a une sympathie naturelle des Français pour les Brésiliens et, je crois, des Brésiliens pour les Français. Donc nos peuples s'aiment mutuellement. C'est bien, cela ne suffit pas. On peut faire beaucoup plus. Et je pense que dans un monde qui est en voie de multipolarisation, nos deux pays sont très complémentaires parce qu'ils sont deux différents. Ouais. Il y a un pays européen, membre permanent du Conseil de sécurité, qui possède l'arme nucléaire, qui est un pays à la fois occidental, mais qui n'est pas qu'occidental. On ne peut pas résumer la France uniquement au fait qu'elle soit occidentale parce que l'ADN de la stratégie française, depuis le général de Gaulle, c'est d'être plus et différent qu'un pays occidental. Et il y a le Brésil, un pays qui n'est plus émergent, qui est un pays qui est déjà émergé, un pays puissant avec une forte population et qui a un regard sur le monde, qui vient du Sud, mais avec également une vision globale, une vision planétaire. Et donc nos deux forces sont vraiment complémentaires parce que, au-delà de la situation matérielle objective de nos deux pays, nous avons une vision effectivement stratégique commune. Nous sommes pour un monde multipolaire, l'un et l'autre. Et un monde multipolaire dans lequel les droits de chacun seront connus, dans lesquels aucune puissance n'essaye d'imposer aux autres son propre avis. Nous ne sommes pas pour un monde unipolaire, ni pour un monde où l'unilatéralisme aurait le dernier mot. Nous sommes pour un monde à la fois multipolaire, mais surtout multilatéral. Les choses, les grands problèmes du monde doivent se régler par la négociation. Les Français savent très bien depuis longtemps que le monde occidental a perdu le monopole de la puissance qui était le sien et que donc on ne peut pas agir comme auparavant en voulant imposer aux autres notre vision. Et comme la France, depuis le général de Gaulle et François Mitterrand, a déjà cette vision d'un partenariat avec les pays du Sud, la visite de Gaulle dans les années 60, les phrases de Mitterrand également pendant les derniers temps du monde bipolaire, eh bien cet aspect particulier de la politique française est un atout pour faire avec le Brésil un partenariat qui soit un partenariat positif, qui ne soit pas un partenariat négatif pour les autres pays, mais qui soit un partenariat dans lequel notre vision commune d'un monde à la fois multipolaire et multiculturel, parce que nos deux pays sont également multiculturels, ce qui est une bonne façon d'appréhender la mondialisation actuelle. Les pays qui sont monoculturels ont une moins bonne vision du monde tel qu'il est maintenant, et c'est pour cela que je pense que la coopération stratégique entre nos deux pays est déjà bonne, et nos dirigeants y travaillent activement, mais que l'on peut la renforcer, que c'est un axe stratégique de coopération parce que nous sommes vraiment complémentaires, différents et en même temps avec une vision objective du monde qui est très comparable. Très bien. Bon, parlons maintenant du sport, ou plutôt de la géopolitique du sport. Vous êtes le théoricien de la géopolitique du sport. Le lien entre sport et politique il paraît très, très clair à comprendre, très facile à comprendre. Enfin, depuis la Grèce antique, les Jeux Olympiques, n'est-ce pas? Le sport est presque synonyme de paix. Au XXe siècle, le sport acquiert une importance symbolique très forte, n'est-ce pas? Facteur de soft power, de prestige national. Il y a des vrais... les athlètes seront des vrais ambassadeurs, n'est-ce pas, de leur pays. Même pour quelques pays, dans certains moments historiques, ont profité du sport pour exalter le patriotisme. Donc, le lien entre sport et politique paraît très clair. Mais peut-être le lien entre sport et géographie est un peu moins clair. J'aimerais donc, si vous puissiez un peu aborder cela, quel est le lien entre la géographie et le sport? Et deuxièmement, ici, à votre avis, la géopolitique du sport aurait un rôle à jouer pour la restauration de la paix dans certains cas de conflits nationaux, c'est-à-dire la prévention même peut-être de conflits et la reconstruction de la paix.
Oui, effectivement, il y a un lien entre la géopolitique et le sport, la géographie et le sport, parce que le sport est devenu un moyen de puissance, mais de puissance douce. Un pays peut rayonner de par la gloire de ses sportifs, mais sans paraître agressif. On peut dire que le Brésil est la superpuissance du football, tout comme les États-Unis sont la superpuissance stratégique. Sauf que le fait d'être une superpuissance du football rend plus sympathique. La puissance stratégique parfois crée le rejet, parce que très souvent, elle sert d'instrument de domination des autres peuples. Alors que dans le sport, la puissance suscite non pas le rejet, mais l'admiration, l'enthousiasme, parce que un beau jeu, une belle performance, même les gens qui sont battus aux 100 mètres par Usain Bolt éprouvent de l'admiration pour ce sportif et non pas de la haine ou du rejet. Donc on voit bien que le sport est un moyen doux d'asseoir la puissance d'un pays parce que ce n'est pas agressif. Même s'il y a une compétition, la compétition est régulée. Elle est encadrée par des règles de droit. Et puis, on peut la recommencer le lendemain. Et pour revenir au second point de votre question, on voit très bien que du coup, loin d'être un moyen d'exciter les foules, le sport, ça peut arriver parfois, mais c'est marginal. Le sport est un instrument de réconciliation. Regardez ce que le Brésil a fait lorsque la force de maintien de la paix était en Haïti et lorsque l'équipe nationale brésilienne de football est venue, ça a été un instrument pour contribuer à la pacification et pour aider les forces de maintien de la paix brésiliennes en Haïti. On voit que dans les Balkans, lorsque les communautés sont divisées, lorsque l'on peut reprendre les compétitions sportives ou organiser un match de football, ça veut dire que déjà les choses commencent à se pacifier et le sport vient accélérer la réconciliation entre les communautés. Et donc on voit dans bien des endroits où le sport est un moyen finalement de rapprocher les peuples, de dire que ce n'est pas la haine, que l'autre est nécessaire pour faire une compétition parce qu'on ne fait pas une compétition avec soi-même. Et à chaque fois qu'il y a la guerre, le sport s'arrête. À chaque fois que la paix revient, le sport reprend ses droits et le sport est un instrument de paix. Tous les responsables des forces de maintien de la paix, militaires, vous le disent, ils utilisent le sport comme moyen de réconciliation entre les communautés. Et par ailleurs, le sport peut être un moyen de découverte. Finalement, très souvent, un enfant va connaître un étranger par le sport. Le premier contact que bien les enfants auront avec des étrangers, c'est une vedette du sport qu'il va admirer et il ne va pas regarder quelle est sa couleur de peau, quelle est sa nationalité, quelle est sa religion, quelles sont ses convictions politiques. Il va l'admirer parce qu'il est excellent et il ne s'arrête pas à cela. Donc on voit bien que le sport de tout temps a été un instrument de rapprochement entre les individus et entre les peuples. J'aimerais que la géopolitique du sport puisse être mieux étudiée ici au Brésil. Vous avez mentionné tout à l'heure la perte de puissance, du monopole de la puissance occidentale. Dans une interview très récente de Libération, vous avez dit à propos du droit d'ingérence, je vous cite, « La guerre d'Irak et l'expédition militaire en Libye ont été les derniers clous plantés dans le cercueil du droit d'ingérence. » Donc, justement, à propos de la perte de ce monopole occidental. Est-ce que donc, à partir de cette perte de monopole de puissance occidentale, le droit d'ingérence est totalement, qu'on sait, obsolète ? Oui, je le pense, parce que c'est la fin des illusions. Dans le monde occidental, le droit d'ingérence était présenté par ses promoteurs comme un acte de générosité, comme la non-indifférence au malheur des autres. Et donc, on allait aider des populations du Sud à sortir d'un conflit ou à s'alimenter. Pour certains, c'était sincère. Bien sûr, je ne mets pas en doute la sincérité dans la démarche. Mais en fait, ils ne voyaient pas que l'ingérence était forcément du nord au sud. Il n'y a pas, si par exemple, après l'ouragan Katrina, les Cubains avaient envoyé à la Nouvelle-Orléans des infirmiers pour soigner la population abandonnée par l'État américain, puis des militaires cubains pour aider les infirmiers parce que la zone n'était pas sûre, ça n'aurait pas marché. Et donc on voit bien à travers, disons, le caractère provocateur de cet exemple, que l'ingérence a toujours été du nord au sud. Les promoteurs du droit d'ingérence dans le monde occidental la présentaient donc comme la générosité, sans voir qu'au sud, il y avait un rejet de l'ingérence, non seulement dans les pays autocratiques comme la Chine, mais également dans les grandes démocraties du Sud, comme le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, tout simplement parce que l'ingérence est une politique de puissance déguisée avec des bons sentiments, et qu'elle est toujours à sens unique, du nord au sud, et qu'elle n'est plus de ce monde, elle n'est plus, c'est finalement une sorte de réinvention du colonialisme, teinté de bons sentiments. Certains sont sincères, d'autres en fait déguisent leurs arrière-pensées en mettant en avant, et très souvent l'ingérence, ce sont finalement des militaires qui sont déguisés en infirmiers et qui vont faussement aider les gens. Et je pense que la guerre d'Irak, dans sa stupidité et dans les conséquences catastrophiques dont nous payons encore le prix aujourd'hui, montre bien les limites à la fois morales mais également stratégiques de ce droit d'ingérence. Très bien.
Dernière question, j'aimerais aborder un peu la mondialisation du terrorisme. Est-ce que vous croyez que nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle phase de bipolarité dans le monde, le terrorisme étant l'un des pôles? Si nous disons cela, nous rendons service aux groupes terroristes parce que nous leur donnons une importance qu'ils n'ont pas. Nous ne sommes pas en guerre contre le terrorisme. Il y a une menace. Et il y a effectivement, on voit, il y a un développement des attentats qui ont touché la France, la Belgique, le Danemark, la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Mali, etc. Il peut y avoir les États-Unis également. Il y a les attentats qui sont décentralisés, qui sont multiples. Mais on ne peut pas comparer le terrorisme à ce qu'a été la guerre froide avec l'Union soviétique, des dizaines de milliers d'armes nucléaires, des alliés partout. Donc par rapport à la menace terroriste, je pense que Raymond Aron écrivait dès 1962 que le terrorisme avait un impact médiatique plus important que son impact stratégique. C'est encore plus vrai aujourd'hui. Et je pense que nous, comme analystes, comme responsables politiques, que les journaux, les médias ne doivent pas tomber dans ce piège. Si nous présentons les terroristes comme une menace essentielle qui vient modifier notre mode de vie, nous tombons dans le piège qui nous est tendu et cela facilite et leur recrutement et leur financement parce qu'ils peuvent dire aux jeunes désœuvrés, voyez, on a fait reculer les grands pays, voyez comme nous sommes puissants, donc venez avec nous. Il faut bien sûr prendre des précautions, il faut être vigilant, mais il ne faut pas tomber dans la paranoïa. Nous ne sommes pas en guerre contre le terrorisme. Il y a des attaques, il y a des conflits, il y a des attentats, nous devons prendre des mesures policières, juridiques pour nous protéger, mais on ne peut pas se lancer dans cette guerre de propagande qui est voulue par les terroristes, et dire cela et finalement leur donner une sorte de victoire psychologique que nous devons refuser. Alors bien sûr, pour des responsables politiques, la tentation est grande de se présenter comme un rempart et de dire au peuple, voilà, je vous protège, et les médias eux-mêmes sont attirés par une sorte d'effet parce qu'ils font vendre, et les gens, le sensationnalisme de la nouvelle occupe. Mais ce qui est valable à court terme est un piège à long terme. Et nous devons avoir une réflexion collective sur cela. Si nous voulons que les auteurs d'attentats perdent en puissance, il faut avoir une stratégie de réponse qui ne consiste pas à grossir l'existence de cette menace. Excellent. Je vous remercie beaucoup, professor Pascal Boniface. Excellent séjour ao Brasil, je vous souhaite. E com isso nós terminamos mais uma edição do Relações Internacionais em Pauta. Muito obrigado a você que nos acompanha e até a próxima.